Bonjour, merci pour le micro. Bonjour à tous, merci d'être présents dans cette présentation sur ce qu'on appelle la glocalisation. Localisation du dispositif de formation et on va se présenter rapidement. Donc, je suis Élodie Primo, la CEO de MOS, la fondatrice aussi. Donc, nous sommes basés à Lausanne, éditeur de solutions LMS, LXP, on fait des Smart Learning Portals. Je laisse Virginie se présenter. Bonjour à tous et à toutes, Virginie Rochard, je suis responsable de formation au sein de la direction commerciale de Canal+ International. Alors, quelques mots sur glocalisation. On a associé deux mots, global et local. Les premiers facteurs, les principaux concernant la glocalisation, on va parler de la géographie. Ça peut être les pays, ça peut être même à l'intérieur d'un pays. Quand on vient de la Suisse, qui est très fragmentée au niveau linguistique, c'est intéressant aussi de voir cet aspect-là. Et puis, on a aussi les publics cibles. Quand on parle d'entreprises étendues, on va avoir non seulement les collaborateurs internes, on peut avoir les partenaires et les clients. Et c'est important de penser à ces deux facteurs-là. Et puis, quand on parle de localisation, maintenant, pour venir plus précisément sur cette notion, on a tendance à penser contenu au départ. Bien entendu, avec la partie traduction et puis ce qu'on va avoir en termes d'image, etc. Mais ce n'est pas là le facteur le plus important. C'est l'expérience utilisateur qui va être intéressante dans son intégralité. Et quand on parle d'expérience utilisateur, ça va porter non seulement sur, bien entendu, les contenus, mais le dispositif en lui-même. Comment est-ce qu'on va aborder ça en fonction des différents publics cibles. Ici, tu vas le partager tout à l'heure, on est sur des publics cibles qui sont internes ou externes à l'entreprise selon les typologies. En termes de localisation, on va être sur le côté plateforme, par exemple, avec, si on prend les publics cibles, des profils utilisateurs sur lesquels on a des informations qui vont être différentes selon les populations et on va s'intéresser à qu'est-ce que j'aurais besoin de récupérer au niveau local car chaque public a ses différences et ses spécificités. On va avoir aussi au niveau de la localisation des spécificités qui vont être culturelles. Donc, on ne va pas mener de la même manière en présentiel, tout simplement, dans la manière dont on réagit, les exercices. Les formateurs qui sont présents ici le savent. L'essai-erreur sur les publics asiatiques, ça ne fonctionne pas tellement. Donc, on est obligé aussi de s'attacher à ça quand on va construire le dispositif et voir les spécificités au niveau de la localisation. On a aussi au niveau du portail lui-même, côté UX, c'est-à-dire l'ergonomie et les visuels qu'on va utiliser. On n'a pas les mêmes contraintes quand on va être sur les clients que lorsqu'on va être sur la population interne, par exemple. Et il n'y a pas forcément non plus les mêmes exigences en termes d'ergonomie. Si je prends côté Europe, on aime des portails qui sont assez simples. Côté anglo-saxon, c'est à la Netflix. Côté Asie, il faut avoir une richesse fonctionnelle. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer de mettre en place. Et puis, si je viens sur le côté global, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Et on a des choses qui sont, je dirais, dures, sur lesquelles on ne va pas transiger de manière globale. C'est les aspects notamment de sécurité. Ça doit être commun à l'ensemble. On a des aspects liés aux valeurs. Et puis, on a aussi à focaliser sur qu'est-ce qu'on veut en reporting, donc les critères qui vont nous permettre d'évaluer le succès de ce qu'on a mis en place. Et puis, au final, pour conclure, on va devoir travailler en simultané. Comment, dans ces volets, on va travailler. On va avoir le premier volet qui est localisé. Donc, c'est bien prendre en compte les spécificités qui vont être locales, écoutées. Et puis ensuite, le côté global. Et on va à ce moment-là, après, faire un peu de consensus sur qu'est-ce qui est global, qu'est-ce qui est local. Mais on va laisser l'autonomie décentralisée pour
pour le local, que ce soit dans la plateforme, l'administration, etc. Mais prendre en compte ce qui est fait de manière locale et en profiter pour laisser la main le plus possible au pays, par exemple, pour intervenir. Donc voilà, c'est finalement au niveau je dirais, de la valeur et de l'importance, c'est la gouvernance qui est primordiale. Et puis, on a un bel exemple de belle gouvernance avec Virginie, donc je vais la laisser continuer. Merci Elodie. Alors avant de rentrer dans le cas concret de la globalisation chez Canal+ International, je vais vous présenter le périmètre. Donc Canal+ International, on est présent dans 40 pays, en Afrique, en Europe et en Asie. On a 4500 collaborateurs, mais la Canal+ Academy, elle est beaucoup plus large puisqu'elle s'adresse à toutes les équipes commerciales et relations clients, qu'elles soient en interne ou en externe. Donc tout notre réseau de distribution qui est présent sur ces pays avec nos distributeurs agréés et nos call centers. Donc quels sont nos enjeux pour la Canal+ Academy? Donc, il faut savoir que nos populations commerciales et relations clients, elles évoluent dans un univers de plus en plus complexe qui est composé de 3 dimensions, l'entreprise, le marché et les clients. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'entreprise, par exemple, chez Canal+ International, on a opéré à une diversification de produits sur certains territoires. On n'est pas uniquement des vendeurs de formules télé, mais aussi sur certaines zones de l'Internet très récemment. Donc ça aussi, ça s'accompagne au niveau des équipes. Le marché, vous le savez, il y a une innovation technologique, comme beaucoup de marchés, qui va très très vite. Et puis on a une concurrence qui s'accélère au niveau des plateformes de vidéo à la demande. Donc nous, on a un marché très concurrentiel. Je pense que vous utilisez tous des plateformes de streaming à la maison. Et puis au niveau des clients, là non plus je vous apprends rien, mais nos clients sont de plus en plus exigeants. Ils recherchent une expérience omnicanale et ils se digitalisent de plus en plus. Donc avec ces 3 dimensions, il faut forcément s'adapter. Et donc les demandes de formation, elles ont été de plus en plus croissantes et il a fallu y répondre de plus en plus rapidement pour atteindre les milliers de points de vente que nous avons sur nos territoires. Donc on a vraiment entamé une réflexion de transformation digitale et de localisation dans ce contexte. Donc, plus concrètement, cette réflexion, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Voilà un peu nos piliers. Donc déjà, on veut aligner et mutualiser nos territoires, donc tous nos socles, nos parcours, nos référentiels, nos méthodologies. Voilà, il faut aligner vraiment toutes nos filiales et donc mutualiser au maximum les pratiques pour favoriser les synergies et donc industrialiser et capitaliser à la fois sur l'ensemble de la géographie, mais aussi dans le temps. Donc il a fallu vraiment réfléchir à comment procéder. Et puis tout ça, il faut aussi l'optimiser évidemment et le mesurer pour s'assurer que ça fonctionne. Donc comment on fait ça avec des reportings globaux? On s'assure du transfert des compétences sur le terrain, de la montée en compétences de nos équipes. On essaie d'évaluer un ROI avec nos outils, donc les performances commerciales. On a aussi un outil très puissant qui sont nos visites mystères sur nos boutiques, qui nous permet vraiment d'évaluer l'impact vraiment sur l'activité opérationnelle. Donc voilà, ça c'est vraiment les piliers de notre démarche qui en est ressorti. Donc ça a été une réflexion de plusieurs mois, de faire ce vrai état des lieux avec vraiment l'analyse de nos forces, de nos faiblesses, de nos spécificités. Et ça, je pense que c'est important si vous souhaitez mettre en place une plateforme de formation dans vos entreprises, d'avoir cette démarche amont vraiment de réflexion. Voilà, donc on arrive à cette transformation digitale. On a lancé notre plateforme le 18 mai 2021, donc pile poil 1 an. C'était l'anniversaire de la Canal+ Academy, la plateforme hier. Et donc cette démarche de globalisation, pour nous, elle était essentielle et très importante. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on a gardé au niveau central et qu'est-ce qu'on a localisé au niveau de nos pays? Donc au niveau du global, on a conservé vraiment l'offre de formation. Donc la définition de l'offre de formation, elle est conservée vraiment en centrale. On gère tous les prestataires en centrale pour des économies aussi de coûts. Ça évite de démultiplier les prestataires. On garde la gestion pour le moment de tout le back-office de la plateforme, tout le paramétrage, parce qu'on voulait vraiment avoir
mettre en place en tout cas des pratiques uniformisées sur tous les territoires. Et on s'est dit que voilà, peut-être avec le temps, on allait déléguer vraiment ce paramétrage en local, mais pour l'instant, il est centralisé. Au niveau de la plateforme pour les apprenants, on a des structures de parcours qui sont donc globaux et ensuite ils seront déclinés par les pays adaptés à leurs spécificités, mais en tout cas, on a des structures qui sont plus globales. On a aussi, par exemple, des forums de discussion qu'on a conservés au niveau de tous nos pays pour favoriser aussi l'échange et nourrir le sentiment d'appartenance pour nos apprenants. Voilà, donc quelques exemples de ce qu'on a pu conserver en centrale. Et au niveau local, évidemment, ça va être toute l'adaptation des contenus de formation, essentiellement, puisqu'il faut que le parcours de formation réponde finalement aux besoins du marché et donc soit personnalisé aux monnaies, aux offres, à la concurrence du marché qui n'est pas la même de l'un à l'autre, etc. Alors aussi, avant de rentrer dans la plateforme, je voulais vous parler un petit peu de cette démarche aussi qu'on a eue d'analyser la population cible, à qui on voulait s'adresser. Donc ça aussi, ça faisait partie de notre réflexion avant vraiment de lancer la plateforme et avant de créer tous les contenus. Ça nous semblait important de savoir à qui on s'adressait pour que ça fonctionne. Et donc on a vraiment mis l'apprenant au cœur de notre réflexion. D'ailleurs, ce petit schéma, il est issu aussi de notre parcours sur nos techniques de vente où on met le client au cœur de notre démarche commerciale, et bien là on met l'apprenant au cœur de notre transformation digitale. Et donc aussi au cœur de notre offre de formation. Donc on a dressé son profil. Chez nous, ce sont des personnes plutôt jeunes qui sont très compétiteurs puisqu'ils sont tous issus de milieux du domaine commercial et relations clients avec des objectifs au quotidien. On a relevé aussi toutes leurs attentes, leurs spécificités, leurs contraintes. Donc pour donner des exemples concrets, ce sont des équipes très terrain qui sont soit en boutique, soit dans la rue, soit au téléphone, donc ont peu de temps de formation ou de disponibilité en tout cas pour se former sur des longs créneaux. Donc on a dû adapter nos formats de contenu par rapport à cette contrainte. On a des contenus qui ont en moyenne 12 minutes de temps passé pour qu'ils puissent les faire assez facilement et qu'ils soient flexibles pour eux. On a des contraintes Internet aussi sur certains de nos territoires, notamment en Afrique, où les connexions sont parfois instables. Donc on a cherché à faire des contenus pas trop lourds. Donc on n'a pas de réalité virtuelle, par exemple, pour le moment. On va être sur des modules digitaux, du quiz, du podcast. On peut avoir de la vidéo, mais on n'a pas des formats qui consomment trop de bandes passantes. Voilà, pour donner quelques exemples, mais c'est important, je pense, de bien connaître votre cible pour bien adapter votre offre de formation digitale. Et donc, au lancement, là aussi, c'était un parti pris de se dire on ne va pas lancer sur les 40 pays d'un coup. On a ciblé d'abord nos pays francophones, donc toute l'Afrique francophone, tous les territoires ultramarins. Et on a mis un pays aussi anglophone, le Rwanda, pour avoir quand même ce côté multilingue dès le démarrage. Mais c'est petit à petit qu'on lance les autres pays. Donc, on a lancé après l'Éthiopie, par exemple, où là, il fallait des contenus en Amérique. On est en train de préparer le lancement en Birmanie dans quelques mois. Donc tout ça se fait étape par étape. Mais donc au lancement, on avait quand même 3800 apprenants répartis sur 29 pays, et dont une majorité des équipes commerciales. Donc là, on arrive sur maintenant la plateforme pour que ce soit plus concret. Donc là, je vous ai fait une capture de l'Afrique et une capture d'un profil outre-mer. Donc comment on a dessiné notre portail ? C'est une structure commune à tous les pays. Donc les rubriques sont les mêmes. Par contre, à l'intérieur, on va pouvoir personnaliser la cover puisque nos programmes ne sont pas les mêmes. On ne regarde pas la même chose à la télé en Côte d'Ivoire ou à La Réunion. Donc on a évidemment notre communication autour des programmes qui va être adaptée. Le carrousel va être adapté puisque le carrousel, c'est la mise en avant des parcours de formation les plus importants. Et donc on a des formations qui sont différentes d'un territoire à l'autre. Donc là, vous le voyez aussi dans la rubrique des formations digitales, on n'a pas tout à fait les mêmes vignettes. Donc tous les contenus ensuite sont personnalisés. Et donc l'apprenant ne voit bien que les parcours de formation qui le concernent. Ça, c'est permis par le back-office de la plateforme avec les règles d'inscription de totalement personnaliser la cible qui pourra visualiser le contenu.
Un autre exemple, au niveau de la gamification, donc on a sur la plateforme la possibilité de gagner des points, de gagner des badges, de se lancer des quiz duels. Donc ça, c'est une fonctionnalité proposée par Moz qui permet de défier d'autres collaborateurs et donc de se stimuler entre équipes, entre apprenants. On s'était posé la question sur le podium d'avoir un podium global pour les 3800. Maintenant, aujourd'hui, on est 4500 apprenants. On s'est dit, finalement, l'apprenant, il va se voir, il n'y a qu'un top 3. Ensuite, on accède au classement global, mais avoir un classement sur 3000 personnes, difficile finalement de s'identifier. Donc, on a pris le parti, finalement, d'avoir un podium par pays. Donc, là, c'était pour vous donner aussi un exemple sur une fonctionnalité. Je pense que c'est intéressant aussi de réfléchir dans votre portail à tous les widgets, toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir sur comment vous les animez en fait. Est-ce que vous les animez de façon globale ou locale? Alors là, c'est sur les dispositifs. Donc ça, c'est un dispositif sur nos techniques de vente qu'on a réalisé avec notre agence digitale Tips & Learn qui est présente au fond, en jaune. Voilà, donc là, c'est notre parcours sur les techniques de vente. On a essayé de ne pas faire 29 versions et donc d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait vraiment mutualiser et qu'est-ce qu'il fallait vraiment adapter. Donc là, c'est pareil. Au moment de la réflexion, de la conception du parcours, c'est de se lister un petit peu les éléments qui vont être véritablement à localiser, type si on parle des prix, forcément les monnaies ne sont pas les mêmes, mais voilà, tout ce qui va être sur nos techniques, au final, la façon dont l'empathie, la bienveillance, des éléments de posture qui peuvent être assez communes, même si après il y a des dimensions culturelles parfois à prendre en compte, en tout cas sur des définitions, on va rester global, sur une démarche, en tout cas, comment traiter les objections. La démarche va être la même pour tous nos pays. Donc tout ça, c'est à réfléchir en amont de la conception digitale pour ensuite définir le nombre de déclinaisons que l'on va avoir en tel nombre de langues. Donc en l'occurrence, là, on a 6 déclinaisons et 4 langues. Et donc j'en profite sur les langues, puisque là, on commence aussi à ouvrir la plateforme à des pays avec des langues un peu atypiques. Donc on a aussi cette traduction qu'il a fallu prévoir. Et c'est pas évident de trouver des cabinets de traduction avec l'amharique, le birman, le vietnamien et nos langues un peu particulières. Donc je remercie aussi WHP qui est présent dans la salle et donc qui est notre cabinet de traduction pour ces langues atypiques. Et alors on a en bas aussi un exemple de vidéo donc là, qui a été tourné à Abidjan parce qu'on sollicite aussi nos équipes, on essaye de les intégrer dans la conception de nos parcours. On travaille beaucoup en co-construction chez Canal+ International. Et donc là, on avait pris le parti de se dire on a une vidéo pour tous nos pays africains francophones et on l'avait tournée à Abidjan. Et ça fait partie, mais forcément en Birmanie, on a tourné avec la population locale et pareil sur des territoires qui sont très différents et pour lesquels on ne peut pas forcément globaliser ces vidéos. Donc là, on a aussi un exemple, c'est toujours issu du parcours qu'on a réalisé avec Tips & Learn sur l'adaptation des personnages. Dans notre parcours, on a des clients, des vendeurs, et donc on a été chercher des personnages éthiopiens, africains, asiatiques, pour localiser le parcours et qu'il soit plus adapté. Donc là, c'est un petit résumé de comment on fonctionne chez Canal+ International. Alors, on a une communauté de super ambassadeurs qu'on a constituée qui nous permet d'être des vrais relais en local et sur lesquels on s'appuie énormément pour accompagner les apprenants dans cette transformation digitale. C'était un gros challenge de passer du tout présentiel à une plateforme digitale et à des parcours digitaux ou en blended learning. Donc on a constitué une communauté de super ambassadeurs. C'était intéressant, c'était le premier dispositif aussi où on a pu mélanger des personnes de tous les pays. Et donc ensuite on a évidemment nos formateurs et des contributeurs qui participent à la conception de contenu. Donc on travaille beaucoup sur les communautés parce qu'on n'est pas nombreux en centrale, donc on a besoin de relais sur le terrain.
On a des dispositifs de formation localisés, comme je viens de vous le présenter, avec du storytelling adapté. Et puis, on a une offre de formation voilà, avec des formats innovants et des nouvelles thématiques qu'on a pu développer grâce au digital learning. Donc c'est vrai qu'aussi l'arrivée de cette plateforme nous a permis d'aller plus loin sur notre offre de formation et développer des contenus qu'on n'avait pas auparavant. Donc justement, sur la variété des modalités et pour vous dire que voilà, on a été beaucoup plus loin que ce qu'on proposait avant l'arrivée de cette plateforme, c'est qu'on a dès le lancement, enfin en 1 an en tout cas, pu proposer du contenu sur ces différentes modalités. Donc évidemment des formations 100% digitales, du quiz, de l'escape game digital, des podcasts. On a développé une collection de bonnes pratiques qui est partageable entre tous les territoires. Ça nous permet d'avoir une seule collection en français et en anglais, mais pas une démultiplication du nombre de podcasts. Des quiz duels dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, pareil, sur les quiz duels, on s'était demandé est-ce qu'on peut défier uniquement les collègues de son pays ou tous les collègues. Et donc, on a fait un peu les deux. Par défaut, sur la page, quand on sélectionne le collaborateur à défier, c'est un collaborateur du pays. Donc, par défaut, il a les collaborateurs de tout son pays, mais il a une petite touche qui lui permet d'accéder à toute la base s'il veut défier une personne d'un autre pays. Donc, pour le coup, sur le quiz duel, on a à la fois du local et du global. C'est vraiment un exemple local. Du blended learning, des classes virtuelles et des jeux storytelling. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet aussi de casser la routine, ça change du quiz classique où voilà, c'est une activité beaucoup plus fun et beaucoup plus ludique, très appréciée par nos équipes. Pour vous donner quelques perspectives sur la suite, donc là on a lancé la plateforme il y a 1 an. Donc il faut qu'on poursuive l'animation de la communauté de contributeurs parce qu'on a vraiment besoin de s'appuyer sur ces relais pour participer à la construction des parcours. Donc là on veut les faire monter en compétences aussi sur la conception digitale. Et puis on veut aussi s'appuyer sur nos apprenants directement dans la conception de ces parcours puisque finalement on a une base très nombreuses, donc sur lesquelles on peut s'aider. Finalement, on a des experts métiers partout et on voudrait voilà, s'appuyer un peu plus sur eux et qu'ils soient producteurs de contenu, de petites vidéos, de podcasts directement, sans que ce soit forcément toujours coordonné par le central. On peut donner le cadre, la méthode, mais on aimerait déléguer davantage la conception sur le terrain. Donc on poursuit vraiment cette démarche locale et on poursuit l'expansion voilà, de la plateforme aussi sur les pays sur lesquels on n'est pas encore présent. Merci Virginie. On va ici avoir un résumé des bonnes pratiques. Donc soigner l'UX, l'ergonomie, vous avez pu constater que la marque Canal elle est très présente. On reconnaît les portails clients, on ne reconnaît jamais la marque Moscorus, on reconnaît les clients dans les portails. Ensuite, on a eu le commentaire de Virginie sur commencer par un POC, parce que commencer par on fait tout, on attend 1 année avant de déployer quelque chose, ce n'est pas forcément la bonne solution. Procéder par itération, c'est plus intéressant et de cibler comme ça peut être une thématique mais qui va toucher des populations un peu larges, va permettre justement de pouvoir valider des concepts qu'on a mis en place, de tester les contenus, de voir un peu comment tout ça fonctionne et c'est bien d'avoir le retour aussi du terrain. Être multiculturel, on a eu des exemples, hein, même si on est sur les populations africaines, on va localiser aussi en fonction de ça. Les habitudes ne sont pas forcément les mêmes, ni les pratiques aussi en termes de, par exemple, génération de contenu par les utilisateurs finaux. On va pouvoir adresser ça différemment selon ce qu'on va utiliser aussi localement. Il y a des pays où c'est surtout les téléphones mobiles qui sont utilisés. D'un autre côté, ça peut être depuis les ordinateurs. On ne fait pas la même manière de capturer des vidéos dans un ensemble ou dans un autre. Donc il y a toutes ces réflexions-là aussi à mettre en place. Et puis, anticiper la localisation, c'est ce qu'on a vu, une démarche en amont de réflexion. C'est pas se dire, tiens, j'attends d'être là. C'est vraiment prendre en compte, réfléchir avec les différents acteurs
pour justement, en termes de localisation, il y a des coûts aussi, certains. On a évoqué les traductions, mais pas que. Il y a d'autres choses qui sont à mettre en place. Et puis, diffuser sur mobile learning, alors il y a deux aspects qu'on peut évoquer. C'est le côté responsive, c'est-à-dire on a des dispositifs de formation qui vont s'adapter aux différents devices, que ce soit une tablette, un smartphone ou un PC. Mais on peut aussi faire le choix d'aller sur une app mobile. Ça peut être le cas, pas qu'en Afrique. Hein. Si on prend la Bretagne, parfois, c'est sympa de pouvoir faire du déconnecté. Donc voilà. Et puis, être vigilant sur les marchés sensibles, là, j'élargis un peu avec la connaissance de marchés, par exemple, comme la Chine ou l'Iran, où ça peut être important aussi, si vous êtes là-bas, d'avoir des relais locaux qui peuvent vous donner des astuces aussi, ou pouvoir héberger un certain nombre de choses, comme les vidéos sur des pays qui sont fermés. Voilà pour les bonnes pratiques à retenir, donc pensez aussi spécificité à plusieurs niveaux. Merci beaucoup pour cette présentation de cette solution à l'international. J'ai une question de la salle, mais j'en profite pour vous dire que si vous en avez à nous poser, merci d'utiliser WooClap et de vous connecter sur wooclap.com/LTF22. La question est... Pour qui ? La question est écrite petite. Comment et avec quel outil ont-ils défini le profil de leur public avant le lancement de la plateforme ? Parce que vous nous avez dit que vous avez mis l'utilisateur au centre. Donc comment vous l'avez étudié ? Comment vous avez dessiné son profil ? Oui, alors on s'est beaucoup appuyé forcément sur les filiales, et comme on a des relais clairement identifiés sur les sujets de formation dans chaque pays, on s'est aussi appuyé sur eux avec des questionnaires. À l'époque, on n'avait pas la plateforme. Aujourd'hui, quand on a besoin de faire une enquête ou un sondage, on le fait directement sur nos plateformes de formation, parce qu'on a fait notamment un petit sondage là, pour les 1 an pour savoir récolter du feedback et savoir ce qu'ils en avaient pensé. Mais donc à l'époque, c'était du questionnaire Forms, tout basique. On a la suite Microsoft chez Canal, donc voilà. Ok, merci Virginie. Et moi j'ai une question pour Élodie. Quand on se lance dans un projet comme ça, avec une dimension internationale, multilingue, il faut être vigilant à quoi particulièrement ? Où est le gros piège dans lequel il ne faut pas tomber ? C'est savoir anticiper et voir en termes de, je dirais, de modalités pédagogiques. Quand on veut construire des parcours de formation, c'est réfléchir aussi qu'est-ce que je vais centraliser en termes de contenu, de répertoire de contenu, comment je vais organiser mon parcours blended learning, et puis de savoir aussi faire la part, je dirais, entre qu'est-ce qui va rester en centrale au niveau corporate et qu'est-ce que je vais laisser. Et je pense que c'est important dans un parcours, un cursus, un curriculum en anglais, de se dire il y a quand même une trame sur laquelle on va donner des modèles, etc. Laisser une certaine souplesse pour organiser des nouvelles choses à l'intérieur. Donc c'est ça, c'est garder un peu d'agilité pour éviter que voilà, ça coince par moment. Merci Virginie, merci Élodie de ce cas client. Merci. Merci.